Le général Évariste Ndayishimiye serait-il un adepte du jusqu'au-boutisme? L'entêtement du président burundais pousse en tout cas à le faire croire, car pour la troisième fois, il s'est encore absenté à un mini-sommet des chefs d'État de la sous-région. Pire, cette fois-ci, il n'a même pas senti la nécessité de s'excuser et encore moins de présenter des explications. Mercredi donc, les présidents Paul Kagame du Rwanda, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Joao Lorenzo de l'Angola et Etienne Tshisekedi de la RDC se sont donc concertés seuls par vidéoconférence sur invitation de ce dernier. Ils ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, particulièrement la sécurité qui prévaut dans la sous-région et, à ce sujet, ils se sont convenus de combattre ensemble les groupes armés qu'ils ont qualifiés de forces négatives. Quelle interprétation donner à l'absence d'Évariste Ndayishimiye? Avec quelles conséquences pour le pays? Mais cette semaine s'est caractérisée par une actualité extrêmement riche, avec notamment la reconduction de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, reconduction à laquelle le Burundi s'était vivement opposé, ou encore l'emprisonnement hier à la prison centrale de Mpimba de l'ancien député Fabien Bancigianino, un emprisonnement que les défenseurs des droits de l'homme qualifient d'illégal, estimant que Fabien Bancigianino n'est victime que de son franc-parler. Voilà donc les sujets qui vont nous occuper dans cette édition du Club de la Presse avec nos invités. D'abord Gérard Biranamidje, politologue. Bonjour. Bonjour Franck. Présent également sur ce plateau, Thierry Bigilindavi. Bonjour. Bonjour Franck. Vous êtes journaliste à la télévision Renaissance. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Commençons avec vous, Gérard Biranamidje, avec votre regard de politologue. Quelle explication à cette habitude de snober les invitations au mini-sommet des chefs d'État de la sous-région, cette habitude du général Évariste Ndayishimiye? Bon, c'est une question tout à fait difficile pour des raisons. D'abord, ce que je vais dire, ce ne sont que des hypothèses. Parce qu'il n'a jamais déclaré, enfin, jusque-là, en tout cas pour le sommet d'avant-hier, il n'a pas encore déclaré pourquoi il n'a pas voulu participer. Pour les autres sommets, tout au moins, tout en déclinant l'invitation, il avait pu fournir une explication par ses porte-paroles interposés et même par un document écrit. Même si les explications n'étaient pas aussi convaincantes. Bon, voilà. Du moins de la part d'observateurs que nous avons écoutés. Alors, moi, je pense qu'il doit y avoir un sérieux souci avec lui. C'est un souci peut-être qui s'expliquerait par les antécédents. Il a hérité, comme ils l'ont signifié dès le début de la campagne, que c'était un héritier. Comme lui-même l'a dit. Voilà, il a hérité des pratiques qu'on a observées au cours des 5 dernières années, des pratiques de l'ancien président Nkurunziza, qui lui-même avait boudé toutes les arènes internationales. Donc, est-ce qu'on peut dire que, voilà, lui, il tient bon à ce discours héritiste. Sauf que au début, quand même, Pierre Nkurunziza a participé à certaines rencontres internationales et Ndayishimiye vient à peine de commencer. Oui, au début, justement, Nkurunziza avait participé à plusieurs rencontres internationales. Et même sous-régionales. Oui, même sous-régionales, oui. Mais ce qu'on a observé, c'est que lui-même, il avait un côté plus ou moins, je dirais, je ne sais pas si on peut parler de père des homologues ou des pères, puisqu'on a vu, par exemple, il a été invité à diriger la East African Community. Il avait décliné. Je pense qu'il y a eu d'autres occasions aussi, plusieurs occasions auxquelles il n'a pas convenablement répondu en tant que chef d'État. Vous voulez dire que Feu Nkurunziza aurait développé un certain complexe qu'il aurait transmis, qu'il aurait transmis à celui qui se déclarait être son héritier? Oui, sur le plan institutionnel. ça se voit, puisque
pour Ndayishimiye, ça devait être en principe une occasion en or de sortir, d'abord pour faire rayonner le pays sur l'arène internationale. Ensuite, au regard de ce sommet qui s'est tenu en vidéoconférence, au regard de l'ordre du jour qui était là, c'était un ordre du jour, somme toute, important pour le pays et pour lui. Les questions de sécurité dans la sous-région sont des questions qui s'opposent avec acuité. Et du coup, c'est quand même étonnant de voir qu'il n'a pas pu participer à cette conférence. Certains parlent d'un aspect, on n'en parle pas beaucoup, il est vrai, qu'il craindrait de ne pas savoir s'exprimer face à ses homologues. Bon, je ne pense pas. Dans tous les cas, il n'est pas muet. Donc il peut parler. Peu importe ce qu'il peut même le dire en Kirundi, alors, et les autres peuvent... Bien sûr, ce n'est pas question vraiment du canal de transmission. C'est autre chose, puisque là, il peut préparer même son discours en Kirundi. Il en a le droit. Ouais. Il peut aussi lire tout ce qu'il veut. Quand même, il connaît lire et écrire. Donc, il peut lire au lieu de... Peut-être s'il a peur du débat, comme tu le dis, bon, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il ait vraiment peur. Pour la peur du débat, c'est vous qui l'avez dit, en parlant de la transmission de ce complexe développé. Thierry Bigilindavi, la visite au Burundi de la ministre congolaise des Relations extérieures, qui a précédé de peu le mini-sommet, avait donné l'espoir de voir Évariste Ndayishimiye enfin se joindre à ses homologues mercredi dernier. Avez-vous été surpris par l'absence de ce dernier? Oui, vraiment, je dirais que c'était surprenant parce que à la fin de la mission de la ministre des Affaires étrangères congolaise, Madame Marie Tumba Nzenza, elle avait animé une conférence de presse conjointement avec son homologue burundais Albin Shingiro, et elle avait parlé de la discussion entre les deux ministres des Affaires étrangères, et aussi elle avait parlé de la menu du jour de ce mini-sommet. Et c'était elle avait même été reçue par le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Oui. Et tout cela, c'était des signes qu'ils vont répondre à cette invitation. Mais d'un autre côté, je dirais que on peut ne pas être surpris, avoir l'habitude du pouvoir de Gitega à décliner ce genre d'invitation, comme le disait M. Gérald. Et aussi, il y a lieu de s'interroger si ils n'ont pas eu peur d'affronter ce débat sur les forces négatives qui sévissent dans la sous-région depuis 25 ans, comme le disait Tshisekedi dans son discours, dans son allocution d'ouverture. Peut-être qu'eux aussi, ils sont parmi ces forces négatives qui étaient dans la sous-région dans ces 25 ans. On reviendra tout à l'heure sur la qualification de ces forces négatives par les 4 chefs d'État qui ont participé à ce mini-sommet. Mais comment expliquer le fait, par exemple, qu'il n'ait pas daigné présenter des excuses, qu'il n'ait pas daigné expliquer son absence comme il le faisait? L'explication est tout à fait simple. On s'excuse quand on reconnaît ta faute. C'est qu'ils l'ont fait exprès. Ils n'ont pas été empêchés. Ils n'avaient pas à s'expliquer. Peut-être qu'ils l'ont fait. Quand vous le dites comme ça, c'est comme si vous faisiez comprendre que Évariste Ndayishimiye se dit « je suis dans mon plein droit de ne pas y aller et de ne rien dire du tout ». C'est un choix. Ils ont fait ce choix. Et même son porte-parole l'a dit à nos confrères du journal du groupe de presse Iwachu, en disant si le chef de l'État aurait prévu de participer dans cette réunion, et il aurait dit avant. Donc, ils ont fait un choix de ne pas participer et de ne pas s'excuser et de ne pas s'expliquer. Peut-être qu'ils ont des réseaux à eux qui n'ont pas voulu et qu'on peut peut-être faire des hypothèses, émettre des hypothèses, mais ils n'ont pas voulu révéler de vraies raisons. Et comment est-ce que vous qualifiez cela? Je vois que c'est la continuité de la politique
mais de l'isolement qu'il a été légué par son prédécesseur. De l'auto-isolement? Oui, oui, de l'auto-isolement. Et peut-être que... Et aussi, comme ils avaient entendu le menu du jour, ils ont fait le choix de ne pas affronter ce débat avec les homologues et les autres chefs d'État de la sous-région. Peut-être qu'ils ont une certaine complicité avec ces forces négatives que les autres chefs d'État veulent éradiquer. Il a effleuré la question. Dans les points discutés entre les 4 chefs d'État qui ont participé à la vidéoconférence, figuraient les échanges transfrontaliers et surtout la sécurité qui a pratiquement pris plus de 3 heures. Ils ont qualifié les groupes armés de forces négatives, ce qui inclut ceux qui sont sur le sol burundais. Est-ce logique, Gérard, de donner le même sens à tous les rebelles, même ceux du Burundi? Est-ce logique de les traiter tous de forces négatives? C'est ça le drame aussi des grands sommets comme cela. Généralement, on n'a pas le temps de peaufiner sur les cas. Mais ce qui est sûr, c'est que les cas ne sont pas les mêmes. Les cas ne sont pas les mêmes. Dans la sous-région, durant ces 25 dernières années, on a vu évoluer pas mal de rébellions, les uns qui s'attaquaient à l'État, d'autres qui étaient des rébellions de fortune, juste qui étaient là pour la recherche d'une certaine rente. Mais je pense que, bon, ça c'est un discours, le discours sur les forces négatives, ça remonte à Sun City, et même avant les conférences qui avaient eu lieu sous l'égide de la CIGR, qui avait qualifié justement les forces de la sous-région de forces négatives. Et à l'époque, rappelez-vous qu'il y avait aussi le CNDD-FDD qui était dedans, le FNL, si on parle du Burundi. Mais beaucoup plus, je pense qu'en ce moment, il aurait fallu vraiment clarifier parce que peut-être qu'il y a des rébellions dans la sous-région qui ont une revendication telle que ça doit susciter comme une analyse sérieuse. Pour être précis, justement, pour le cas du Burundi, il y a l'exemple du Red Tabara qui revendique les attaques et qui exprime des exigences pour arrêter les attaques et qui se défend d'attaquer les civils. Est-ce correct de le traiter de force négative? C'est là justement que je voulais dire un mot. Pour le cas du Burundi, c'est un cas qui est là, une crise qui est là depuis 2015, et une crise qui n'a pas trouvé une issue pacifique, si on peut dire, en termes de médiation qu'il y a eu lieu. On a vu pas mal de médiations, pas mal de missions de bons offices qui n'ont pas abouti justement à la résolution pacifique de ce conflit. Alors, lorsqu'un conflit n'est pas résolu pacifiquement, généralement, ça évolue vers la mobilisation de la violence comme une autre recette pour justement en arriver à ce qu'il y ait de vraies négociations, quoi. Alors, le Red Tabara peut-être s'inscrirait dans cette logique, comme quoi il y a eu pas mal de séances, de bons offices, de médiations qui ont eu lieu, mais qui n'ont pas abouti, et du coup, que le pouvoir en place s'est radicalisé, et de cette radicalisation est née justement l'idée de pouvoir chercher à utiliser les armes. Et voilà. Donc, qui se justifierait? Qui se justifierait, bien sûr. Et qui pourrait donc, selon vos dires, pousser certains observateurs à parler d'injustice en les qualifiant de forces négatives. Bien sûr, parce que ce n'est pas un mouvement qui... Enfin, par rapport aux déclarations que nous entendons, ce n'est pas un mouvement qui n'a pas une assise idéologique, qui n'a pas un objectif à défendre. Si on revenait un peu sur la philosophie politique, on dirait que c'est une rébellion qui revendique peut-être une guerre juste. Et en ce moment-là, ça serait quand même étonnant de les mettre dans un même sac que les autres groupuscules qui sont dans la sous-région. On parle maintenant des conséquences, Thierry. Qu'est-ce que perd le Burundi par son absentéisme à ce type de sommet?
le Burundi avait des doléances. Le Burundi a déjà accusé ce mouvement rebelle de traverser la frontière burundo-congolaise, d'utiliser le territoire congolais comme base arrière. Et ils auraient plaidé devant ses pairs et demandé à ce que le Tabara n'utilise plus peut-être ce territoire, mais si il boycotte ce genre de sommet, il n'y a pas une personne pour plaider pour le Burundi. Et donc ils ont raté une bonne occasion pour peut-être plaider pour le Burundi et aussi s'il y a un autre pays de la sous-région qui accuse le Burundi de quelque chose, ils auraient pu fournir des explications. Mais s'ils s'absentent, qui va parler pour le Burundi? Et il y a d'autres chefs d'État qui ont parlé pour les pays. Mais ce qui n'a pas empêché d'évoquer le Burundi dans ce mini-sommet. Mais il n'y avait personne pour parler pour le Burundi. Donc, en fait, en conclusion, enfin, pas en conclusion, je veux dire, il peut y avoir la conséquence, par exemple, si le Burundi, le gouvernement burundais se montrait impliqué, les autres pays montreraient beaucoup plus d'efforts dans la résolution des problèmes que connaît le Burundi, si le gouvernement se montrait effectivement impliqué. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce que je veux dire. Si le Burundi avait plaidé pour je demande ça, pour que pour stabiliser, ils ont demandé, les chefs d'État de la sous-région ont demandé d'éradiquer toutes les forces négatives pour stabiliser la sous-région. Et le Burundi aurait quelque chose à dire, aurait des doléances pour pouvoir stabiliser le Burundi. Pour revenir sur le qualificatif, quand ils ont parlé de forces négatives, c'est que en fait, ça aurait arrangé le Burundi, parce que le Burundi parle de forces négatives en parlant de bandits. Et aussi, ils ne sont pas bêtes. Ils savaient le menu à l'ordre du jour. Peut-être le Burundi est constamment accusé par le Rwanda d'être de connivence avec les forces négatives FDLR au Congo. Tous les rapports de la société civile, les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Et même les Nations Unies. Les Nations Unies ont déjà accusé le Burundi, l'armée burundaise, d'entrer clandestinement au Congo et en connivence avec ces mouvements, ces forces négatives. Et peut-être que l'éradication de ces forces négatives n'arrange pas pour autant le Burundi. Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, n'ignore pas cela. Et aussi le trafic mafieux de minerais que les chefs d'État veulent éradiquer. Et le Burundi aussi a été cité comme une plaque tournante dans la sous-région des minerais extraits en RDC. Peut-être qu'ils ont des intérêts non avoués qu'ils veulent sauvegarder à tout prix. Et en participant dans ce genre de sommet, qui veulent éradiquer tous ces mafias et toutes ces forces négatives dans la sous-région, peut-être que le gouvernement les dirigeants... Oui. Gérard, pour clore avec cette première partie de l'émission, quelles peuvent être les conséquences sur le plan relationnel avec les autres pays, avec les autres États de la sous-région? Bon, la première conséquence, c'est que toutes les décisions vont se prendre en absence du Burundi. Ça, c'est la première conséquence. Ce qui a été le cas. Et du coup, lorsqu'il y a des résolutions qui sont prises, il y a aussi des mécanismes de mise en œuvre qui sont mis en place. Et du coup, donc là, c'est la deuxième conséquence, c'est que la mise en œuvre aussi se fera sans le Burundi. Alors, si elle se fait sans le Burundi, c'est-à-dire que cela aura des implications sur la manière dont le Burundi va se comporter dans cette configuration sous-régionale. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que cela conduit, ce facto, à l'auto-isolement. C'est-à-dire que même pour d'autres conférences qui se trameraient, qui seraient en perspective, le Burundi ne sera pas invité.
Ça veut dire que les autres vont se dire, mais pas la peine de Ah le ouais, dire, ouais, parce qu'on bien sait sûr. qu'il va dire non. Oui, bien sûr. Mhm. Ils vont dire, bon, écoute, on ne va pas inviter, on va faire ça au Burundi. Et là, ce n'est pas seulement le président ou son entourage qui vont perdre, c'est tous les Burundais qui vont perdre. Parce que, par exemple, si on veut relancer la question de sécurité sur les frontières, les bénéficiaires, c'est le peuple burundais. Il suffit d'aller à Gatumba le matin ou d'aller à, je ne sais pas, ici dans le Bugesera, à Kirundo, sur la frontière, pour voir les mouvements qui existaient avant, entre des Burundais qui venaient au Rwanda, des Burundais qui vont au Congo, des Congolais. Parce qu'ils ont parlé effectivement des échanges transfrontaliers. Transfrontaliers, voilà. Donc tout ça, le grand perdant, ça sera le Burundi. Dernière conséquence, peut-être, c'est que un mini-sommet comme celui-là a des répercussions au-delà de la sous-région. C'est-à-dire, le monde est connecté, tout le monde voit ce que fait le Burundi. Et du coup, il y aura aussi éventuellement, au niveau des autres organisations régionales, on va commencer à émettre des soupçons sur vraiment la bonne foi du Burundi à résoudre sa crise, parce que la crise, elle est là, tout le monde le sait. On va commencer à penser que quelque part, il faut envisager d'autres mécanismes. Pourquoi pas? Je n'en sais rien, mais ce sont juste des hypothèses qu'on se fait, mais les conséquences sont là et sont prévisibles. Merci beaucoup. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios Inzamba et RPA, qui la diffusent en direct sur leur page Facebook. Cette semaine, c'était aussi le renouvellement du mandat de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Thierry, une preuve de plus que les choses vont mal au pays? Oui, oui. Si la commission d'enquête a présenté son rapport au Conseil des droits de l'homme. Le 4e rapport. Le 4e rapport. Et ce conseil qui a mandaté cette commission a vu que les crimes persistent au Burundi. Et aussi, selon les différents rapports, durant tout au long de ces 3 premiers mois du pouvoir d'Indayishimiye, il y a eu plus de 200 morts. Tués, vous voulez dire? Oui, 200 personnes tuées, et aussi des arrestations arbitraires, de disparitions forcées. Qui se comptent par centaines et des oui, viols. Oui, même si cette commission d'enquête n'a pas eu l'accès aux sources sur le terrain, elle a pu prouver que les enquêteurs ont pu prouver qu'ils ont répertorié ces tueries, toutes ces violations des droits de l'homme, et qui montrent à suffisance que les violations des droits de l'homme sont encore une réalité au Burundi et que ça vaut la peine qu'on renouvelle le mandat de la commission. Et donc, même si le Burundi, le représentant du Burundi dans ce Conseil des droits de l'homme avait plaidé pour le non-renouvellement de cette commission, et tout le monde, tous les pays qui ont participé ont été convaincus que ça vaut la peine qu'on renouvelle son mandat. On parlerait peut-être pas de tous les pays, étant donné qu'il y en a qui ont dit, qui s'y sont opposés, d'autres qui se sont abstenus, mais disons que la majorité était pour. Le gouvernement burundais, comme il vient de le dire, s'est opposé avec véhémence à la reconduction de la commission, ce qui signifie qu'il va continuer à lui refuser l'accès au terrain, ce qui serait tout à fait logique. Mais à qui profite le bras de fer, Gérard? Bon, le bras de fer ne profite pas certainement pas au Burundi, parce que dans tous les cas, les projecteurs restent braqués sur le Burundi. Que le Burundi le veuille ou non, si le mandat de la commission a été renouvelé, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à mobiliser les mêmes mécanismes et qu'ils avaient utilisés avant pour produire les 4 rapports. S'ils ne les renforcent pas, vous voulez dire? Voilà. Ça, c'est un. De deux, le fait qu'il y ait une commission qui braque les projecteurs sur un pays, c'est que quelque part, le monde entier aussi reste en alerte sur la situation qui prévaut au Burundi. Alors, personnellement, je pense que le Burundi devrait laisser ses enquêteurs entrer pour finalement être sur le terrain. Si ils pensent que, si les dirigeants burundais pensent que cette commission ne vaut pas la chandelle, je
Je pense qu'il y a un sérieux souci. Surtout qu'il plaide tout le temps non coupable en disant que tout va bien au Burundi. En principe, si tout va bien... Et que tous les rapports qui sont présentés ne sont que des mensonges. Voilà, si les rapports ne sont que des mensonges, ils n'ont qu'à laisser ces enquêteurs entrer pour vérifier concrètement et travailler avec eux, leur montrer, voilà, tout ce que vous dites, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Mais s'ils restent toujours, s'ils s'enferment toujours en disant, s'ils s'entêtent toujours en disant qu'ils n'ont pas besoin de cette commission, donc on va fermer la porte à ces commissaires. Bon, quelque part, tout le monde va comprendre, puisque le monde n'est pas aussi deep. On suit la situation, on analyse, et cela peut avoir des répercussions en termes de décisions qui sont prises vis-à-vis du Burundi, aussi au Burundi. Gérard vient de le dire, la commission est une preuve que la communauté internationale garde un œil en permanence sur ce qui se passe au Burundi. Est-ce que cela ne peut pas pousser à moins de violations des droits de l'homme au pays, Thierry ? Parce que, justement, cette communauté internationale garde un œil permanent sur le pays. Non, je ne crois pas que ça va réduire ces violations des droits de l'homme au Burundi. Parce que ça ne serait pas la première fois. Oui, c'est la 4e fois. Ce renouvellement intervient une 4e fois. Mais aussi, le gouvernement burundais semble engager un bras de fer avec la communauté internationale. Et même ces violations des droits de l'homme est une réalité. Il refuse d'abord que ces droits de l'homme sont violés au Burundi. Il refuse, mais il rejette d'un revers de la main. Ce qui n'empêche pas qu'on retrouve tous les jours des cadavres, à travers le pays. Mais le gouvernement de Gitega semble s'entêter. Il campe sur ses positions en disant tout ce que vous voulez, ce sont des mensonges. Il n'y a aucun mort, il n'y a aucune personne tuée, et il n'y a pas... ce sont des comploteurs qui veulent déstabiliser le Burundi. Tiens, le président de la commission, plutôt de l'Observatoire pour la prévention du génocide a dit que ce sont en fait des morts liés à des affrontements entre de simples citoyens. Oui, des conflits interindividus. Et ce qui... On ne peut pas se corriger quand on ne reconnaît pas la faute. Et si le gouvernement d'abord reconnaissait qu'il y a ce violation des droits de l'homme, peut-être que la communauté internationale et tous les autres partenaires du Burundi aideraient dans ce sens d'éradiquer ces violations des droits de l'homme. Mais le Burundi semble le faire exprès. Le Burundi a, je dirais, a fait ces violations des droits de l'homme comme sa politique, sa façon de faire. C'est la politique du gouvernement. Gérard, on tend vers la fin de cette édition. L'autre sujet, le plus récent, c'est l'emprisonnement de l'ancien député Fabien Vanchiganino à la prison centrale de Mima, que vous avez suivi sans doute, expert du droit, défenseur des droits de l'homme. Tous parlent d'un acte illégal et qu'il serait plutôt victime des vérités et des atrocités qu'il a le courage de dénoncer de vive voix. Est-ce un autre élément qui peut peser sur l'image du gouvernement burundais? Bien sûr. Bien sûr que ça va peser. L'ancien député en question aura brillé durant les 5 dernières années justement à taper sur la table pour montrer qu'il y avait des violations des droits de l'homme, qu'il y avait des problèmes de gouvernance, etc. Alors, ce qui ternit beaucoup plus l'image du gouvernement actuel, c'est parce qu'il est poursuivi pour des faits qui remonteraient du temps qu'il avait l'immunité parlementaire. Donc du coup, tout ce qu'il a dit, en principe, un représentant du peuple, il peut dire tout ce qu'il veut du temps de son mandat parce qu'il est couvert d'immunité et surtout lorsqu'il parle des choses qui sont d'un intérêt évident pour les citoyens. Donc, qu'il soit poursuivi, tel qu'on a vu ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, s'il est réellement poursuivi pour ça, je pense que ça ne fait qu'éternir l'image du Burundi, d'un État dictatorial, d'un État qui ne respecte aucun droit, même celui des
du fonctionnement des institutions. C'est lui qui porte sur le fonctionnement des institutions. Parce que cette immunité, elle est prescrite dans la Constitution et dans le règlement intérieur du fonctionnement de l'Assemblée nationale, etc. Donc, je pense qu'il y a un sérieux souci. Voilà. Donc on va terminer, Thierry, par cette question. Tout à l'heure, nous parlions de la commission d'enquête. Peut-on dire qu'elle a déjà de la matière avec ce type d'emprisonnement comme celui de Fabien Bantiganino? Oui, ça montre que la tolérance est toujours érigée en mode de gouvernance. C'est l'intolérance oui. de toute voie dissonante est érigée en mode de gouvernance. Et aussi, Bantiganino, en prison, il trouve d'autres personnes emprisonnées pour leur opinion. Nous savons, il y a les journalistes qui passent presque une année en prison. Et les journalistes de Presse Iwacu, il y a aussi d'autres prisonniers d'opinion qui ont été arrêtés arbitrairement parce qu'ils sont du parti CNL. Nous nous souvenons dernièrement de tous les premiers secrétaires communaux du parti CNL en province de Bururi. Ils ont été emprisonnés parce qu'ils étaient dans une réunion de leur parti. Et ça montre, cet emprisonnement de Fabien Bantiganino, et aussi, ça montre que la politique de l'intolérance va continuer. Et si un député est emprisonné parce qu'il s'est exprimé dans une plénière à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il en est du Burundais lambda? Et c'est une preuve que lui, il peut être exécuté ou porté disparu, comme c'est l'habitude. Et c'est ici que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Gérard Biranamidje, politologue, et Thierry Bigilindavi, journaliste à la radio, à la télévision Renaissance. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.